Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Bonjour les devs. Salut Alex, comment ça va? Écoute, La forme? salut Patrick, salut tout le monde, ça va bien. La saison de ski continue, donc c'est cool. Ouais. Et on revient sur cette, RC2, donc la Candidate Release, deuxième version du mois de mars, avec, Mmh. l'actualité où on va parler de TypeScript, où il y a une petite fusion avec du Go, je crois. On va parler de Ouais. synchronisation de DB, on va parler évidemment, d'IA. On va parler du nouvel acronyme qu'on voit partout, MCP. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Donc on va aborder un peu tout ça sur cet, nouvel épisode de Double Slash. Mais juste Ouais. avant de commencer, on pourrait déjà remercier tous ceux qui nous sponsorisent via, le GitHub Sponsor qu'on a mis en place. Il y a des gens Ouais. qui nous donnent, one shot, il y a des gens qui nous donnent tous les mois. Un grand merci à eux, ça nous fait super plaisir. Que vous nous écoutiez sur, YouTube ou sur, Spotify ou sur votre, appli de podcast préférée. Sachez que vous pouvez nous soutenir aussi et si vous ne pouvez pas le faire financièrement, faites-le avec un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à vous. Yes, merci. C'est parti? On attaque. Allez, on rentre tout de suite, dans le vif du sujet avec, une punchline qui est assez forte où on nous annonce, TypeScript qui va être 10 fois plus rapide. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans un truc un peu marketing où, on nous promet, des trucs de ouf, juste pour dire, c'est juste plus rapide et ça va être mieux? Ou vraiment, il y a un gain significatif? Non, 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 c'est, c'est un vrai truc. A priori, ils ont écrit, TypeScript en Go. Alors il faut savoir que, TypeScript, tu vois, j'ai fait une recherche parce que je me dis: «Mais en quoi c'est écrit TypeScript au fait?» Je me suis dit tu sais, je me suis dit: «C'est peut-être en C ou un truc comme ça», tu vois? Un Mmh. truc un peu et puis en fait non, c'était écrit en TypeScript. En fait, TypeScript est écrit en TypeScript. C'est assez, c'est OK. Inception, voilà. Et du coup, ils l'ont écrit en Go. Alors tout le monde, a commencé à mettre: «Mais pourquoi pas en Rust?» Voilà. Bah oui. Bah oui, c'est vrai, pourquoi pas en Rust? Mais bon, on sait pas, je sais pas s'il explique pourquoi en Go, mais en tout cas, ils ont fait, toute la réécriture et d'après les premiers tests, en fait, donc la compilation de VS Code, par exemple, elle est juste 10 fois plus rapide, en fait, qu'avec cette version Go. Impressionnant. Donc gros gain de performance, donc c'est vrai que pour les grosses applications, ça peut être intéressant. Ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus ça va répondre plus vite au niveau des voilà, du typage et Par donc ça contre va être déployé. Ouais, Par contre, oui. est-ce que c'est plus rapide, pas spécialement à l'exécution, c'est au moment de ton build qui parce que vu que ton TS en fait Mmh. il va être construit donc ta sortie, ton applicatif elle va pas être plus rapide, c'est juste au moment de ta construction de ton application, de ton build où là ça va être beaucoup plus rapide? Bah, oui, de toute façon, oui, ça va au niveau du build, même si, petit à petit, il y aura de moins en moins besoin de builder puisque c'est censé, enfin, Bun lit le TypeScript, Node lit Ouais, en petit à fait petit le de de TypeScript, donc de on va de manière moins en moins de compiler. native. OK. Ouais, mais par contre, enfin, je connais pas le process de quand tu écris des fichiers en TypeScript. Je pense qu'à un moment donné, le fichier est compilé, à la volée et puis, peut-être analysé, tu vois? Et peut-être ça va aller plus vite. Enfin, après, j'ai pas testé encore pour l'instant, mais en tout cas, Ils c'est plus rapide. ils annoncent quelque chose de, beaucoup, 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 Ouais, plus rapide. donc pour Yes, l'instant, c'est pas encore déployé et ça sera, déployé, totalement, je crois, fin d'année ou un truc comme ça, parce qu'ils le notent. Mais voilà, mais on peut déjà le tester et puis l'installer et cetera. yes. Mmh. Autre mise à jour, un petit peu plus, graphique cette fois-ci, on est dans le rebranding. Ouais. Tout l'écosystème Tailwind avait explosé dû à une librairie qui s'appelait, Tailwind UI et Adam, Watan qui est le créateur de Tailwind, annonce en fait via le blog qu'il rebaptise, cette librairie, on pourrait dire, ou cette, ouais, c'est cette librairie de Mmh. composants, Tailwind Plus. Bon, ouais, ça s'inscrit un peu dans l'évolution de la version 4. Bon, ils font un Mmh. rebranding, ils changent le UI et ils mettent plus, quoi. Ouais, Non? y a rien, c'est juste un On rebranding, est d'accord. rien de plus que ça.
Il y a pas de tu vois, il y a pas de coûts supplémentaires, il y a pas de besoin de se réinscrire ou quoi que ce soit, de repayer ou tout ça, donc c'est vraiment, vraiment du rebranding. Il y a pas de gros changements, en fait. Mais dans le dernier épisode, il y a un auditeur qui a mis un commentaire comme quoi on n'avait pas parlé. Alors voilà, c'est fait. On en a parlé. On en a parlé, faut pas déconner. Merci, en tout cas, merci d'avoir laissé un commentaire et de nous dire: «Eh dis donc les gars, vous avez pas parlé de ça» et Ouais, effectivement, c'est, on va dire que dans l'écosystème, Tailwind, c'est quand même, important donc très bien. Chose ouais, qui ouais. est désormais faite. Merci à lui en tout cas. En tout cas, là, j'ai passé des projets sur Tailwind 4 et Ah! de 0, hein. Intéressant. Est-ce que tu as Ouais, réussi à faire ta alors j'ai pas migration? Parce non, que j'ai pas la réussi dernière fois, encore tu parce que nous j'ai pas eu le disais que temps. c'était la merde quand même. Non, j'ai pas eu le temps de me remettre dessus. Par contre, j'ai un starter theme que j'utilise, qui était sur Tailwind 3, je l'ai passé sur 4 et j'ai dû modifier pas mal de choses parce qu'en fait, ce système de variables là, CSS, ça change beaucoup de choses et c'est-à-dire qu'on peut pas, récupérer des infos du fichier JavaScript. En fait, si tu suis vraiment le système avec les variables CSS, tout ça, le thème et tout ça, bah, tu peux plus faire comme avant, récupérer des variables enfin, rajouter des variables dans le JS et cetera, dans le Tailwind.config, tout ça, donc Mmh. ça change pas mal les choses pour, voilà, j'ai dû faire un système qui va compiler, qui va générer un fichier CSS avec des variables dedans que je vais chercher ailleurs et cetera. Tu vois, ça marche pas du tout de la même façon, mais par contre après ça va nickel, hein. C'est une fois que j'ai même là je repasse sur un 3 là, en ce moment et ça tu vois, tu dis: Ouais, «Ah mais après faut que je me réadapte au niveau du c'est cerveau et tout». ouais, c'est toujours pareil, c'est à chaque fois que tu fais une migration, il y a une nouvelle manière de faire et c'est vrai que Ouais, parfois ça peut être ça peut amener de la friction, pour passer sur cette dernière version et ouais, souvent ouais. quand on passe, à la nouvelle, bon, bah, c'est complètement adopté. Je me rappelle de la version, 3 avec, sur Vue ou avec la composition API et là tu te dis: «Ah mais non, mais non, mais non» et en fait il y a tellement de friction au départ que quand tu fais l'effort, après tu dis: «Ah ouais, en fait, non, mais c'est super bien» et revenir en arrière, c'est très difficile. Mais on est dans la période où, là, on bascule de l'un à l'autre et c'est jamais Mmh. agréable parce qu'on a les 2 configs qui tournent un peu en même temps et il faut qu'on fasse le switch mental à chaque fois. Mais Mais il y a des trucs super intéressants, tu vois? Par exemple, les variables CSS, tu peux les utiliser maintenant avec un BG tiret, tu fais des parenthèses et tu mets URL de points et la variable, en fait, sans marquer le var mmh et là, du coup, si tu as une image dans une variable, en fait, ça te génère le truc et tout. C'est bien intégré, en fait, les variables CSS. Je trouve ça vraiment pas mal. bien Si joué. bien qu'au bout d'un moment, c'est justement ça, tu te dis: «Bah, je peux pas le faire avec le 3, c'est un petit peu gênant», tu vois? C'est voilà, on s'habitue vite, quoi. Ouais, Toujours, non, c'est pas mal. toujours. Yes, on en avait déjà parlé, de, Ouais, HTTPie, qui est, alors on avait fait un workshop où justement on l'utilisait pour, en substitut, on va dire, aux fameuses, commandes, curl. Curl qu'on connaît tous dans le terminal. Il y a un autre système qui s'appelle HTTPie, mais il existe aussi une version desktop et une version web app qu'on peut directement utiliser. C'est clairement dans du même acabit que Insomnia ou Postman. Voilà, c'est Bruno. exactement pareil. Ou Bruno aussi, on avait parlé de Bruno, bah Bruno. oui. C'est une autre possibilité. C'est vrai que si on utilise sur le terminal HTTPie, ça peut, résonner Mmh. et les ricains diraient faire sens de Faire sens. l'utiliser C'est aussi, canadien, non? Faire ouais, donc en tout cas, on voulait en parler. On voulait aussi, rappeler qu'on avait abordé, dans un précédent épisode, quelque chose qui s'appelait HTTPie AI et donc c'était, une version amplifiée, on va dire, assistée pour aller récupérer les API plus ou moins publiques et en fait, on écrivait notre phrase, on va dire en français, littéral et ça allait, automatiquement générer et créer la requête directement basée sur, l'API, qui a été Mmh. plus ou moins publique. Donc ça, super, super rapide, on voit la démo par exemple, comment récupérer des repos GitHub, on va automatiquement avoir, la bonne URL avec, les variables à remplir. Donc plutôt Mmh. plutôt intéressant.
Mais il me semble qu'on avait déjà parlé, je crois, non? Bah, il me semble que alors je l'avais remis, mais je sais plus et sur le doute, je l'ai mis quand même. Ouais, J'ai dit: mais «Allez, vas-y, on en reparle, c'est tellement et bien, quoi». exactement, c'est un super outil, on vous invite, à aller, checker. C'est, Je crois que c'était dans plutôt les apps qu'on avait dû en parler dans l'épisode sur les apps, mais je me rappelle plus. Voilà, c'est fait. autre nouvelle mise à jour, d'un sujet aussi qu'on avait, teasé un peu ou je crois que c'était en bêta et là maintenant ils Mmh. sont sortis en version 1.1, non 1.0 donc vraiment la version, OK. Ils sortent de la bêta. C'est électrique. Et électrique, comment on pourrait, simplifier le truc? Ça fait quoi exactement sur notre base de données? Je j'ai pas lu totalement le truc, mais en partie, c'est une sorte de synchronisation de data, mais sans faire du fetch, en fait. Donc c'est ce qu'ils expliquent beaucoup. C'est une nouvelle approche où dans ton app, en fait, au lieu de faire des fetch pour aller chercher les data, elles vont se synchroniser toutes seules et en fait, le système, c'est ça, en fait. C'est une synchronisation entre, alors je sais pas exactement comment ça marche en local par rapport à la base de données, en remote, mais ouais, j'ai pas approfondi à fond, il faudrait que je teste, quoi. Mais en gros, c'est ça, c'est une synchro au lieu du fetch et d'ailleurs, ils opposent un petit peu les 2, le fetch contre la différence entre les 2. Donc voilà, en fait, tu vas rajouter, imaginons que tu vas faire un formulaire où tu vas rajouter quelque chose, des datas et tu les envoies et après tu t'occupes pas du reste. Ça va automatiquement se synchroniser et ça va s'afficher, dans la liste, voilà. Et En gros, c'est ça le surtout et concept. surtout, toutes les personnes qui ont les droits sur cette table, en fait, Mmh, vont recevoir les informations, directement dans c'est leur ça. navigateur. Et donc, ça vient un Ouais. peu supprimer, toute cette phase d'API où, en fait, où on va, bah, envoyer de l'information, récupérer des informations. Il y a quelqu'un qui va faire une mise à jour, bah, ça va être automatiquement synchronisé avec, toutes le tous les Mmh. co toute la sémantique qu'il y a sur ce qu'on appelle de l'optimistique, c'est-à-dire, OK, je t'envoie l'information, je vais t'afficher comme si la réponse était bonne, mais j'attends la réponse du serveur. Là, pour le coup, Mmh. en fait, c'est vraiment un autre paradigme, Ouais. et je pense que pour toutes les applications dit, local first, c'est-à-dire qu'on va enregistrer les données directement sur la machine, que ça soit dans le navigateur ou par exemple, sur, un téléphone. En fait, les données vont d'abord être synchronisées sur le téléphone et après potentiellement envoyées sur le cloud ou sur un serveur distant pour aller, enregistrer ces données-là, pour les synchroniser avec d'autres personnes, possiblement. Ouais, moi, je suis complètement hypé et malheureusement, j'ai pas trop le temps de tester ça en ce moment, mais Mmh. ça me paraît une super techno. Par contre, je pense que c'est un shift, total en termes de développement, quoi. Il y a plus Ouais. d'API, ou de mutation, de query, de tout ça. Là, en fait, tu vas uniquement synchroniser, tes autorisations de ta base de données, locale et distante et c'est lui qui va faire un peu tout seul, en fait. Ouais, 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 après il y a un nouveau langage où il parle de si tu en fait, si on va voir dans la doc tout ça, il y a les shapes, il y a un nouveau langage. Il y a aussi alors ce qui est bien, c'est ils s'adaptent à beaucoup de frameworks, quand tu vas dans la doc, il y a des adapteurs, tout ça, machin. Il y a plein d'exemples sur les différents frameworks. Donc, pour l'implémenter, il y a pas mal d'aides et puis, et après il y a aussi 2. Alors c'était marrant parce qu'hier je m'amusais à il y a 2 démos là et j'étais sur la démo hier et puis, en même temps il y avait d'autres personnes et ils rajoutaient des datas et tu les voyais apparaître. Enfin voilà, c'est assez Ouais. marrant quoi. Ça a l'air, pas mal du tout, mais moi aussi j'ai bien envie de tester là, tu Ouais, ouais, ouais et je pense que sur des applis un peu, où il y a vraiment du monde ou en local, vois? Mmh. par exemple, quand on est en montagne, il y a pas toujours de réseau. Bah, l'idée, ça serait d'envoyer les infos sur la base de données locale de ton téléphone et quand on récupère le réseau, bim, ça synchronise directement. Ça peut être, super intéressant, comme techno, quoi. Mmh. Top. Yeah. Ouais, c'est pas mal. Allez, on reste sur, la partie un petit peu, native et téléphone avec un est-ce que c'est quoi? C'est un nouveau framework? C'est
un nouveau manière de faire. En tout cas, c'est tout un écosystème qui a pour but d'écrire une seule fois du code et de générer plusieurs applications Android, iOS et du web. Est-ce Mm. qu'on pourrait dire que ce nouveau système qui s'appelle Lynx.js, est-ce qu'on pourrait dire qu'il rentre en concurrence directe avec React Native? Ouais, ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est un framework qui a été bon, lancé par ByteDance. ByteDance, c'est les mecs qui font TikTok. Donc, bah, Hmm. c'est une grosse boîte quand même, hein. Et donc, ils ont Petite open appli, sourcé ouais. ça. Ouais. Et donc, bah ouais, c'est équivalent à React Native. C'est un peu le même système avec Flutter, React Native. Donc, on a un troisième challenger. Alors, évidemment, l'écosystème est très, très nouveau, hein. On va dire qu'on n'a pas l'écosystème de React Native qui existe depuis 10 ans déjà maintenant. Donc, qui est quand même assez fourni en librairie, etc., en component et tout ce qu'on veut. Mais l'idée est plutôt pas mal. Et puis, voilà, il y a des concepts intéressants. Alors, ça fonctionne sur 2 runtime, en fait. Donc, c'est du JS. Il y a D'accord. 2 runtime. Il y a une runtime JS c'est le main thread qui va s'occuper de tout ce qui est pixels, affichage de pixels, etc. Et ensuite, tu as un background thread qui s'occupe de tout ce qui est en background, qui n'a rien à voir avec l'affichage. Et donc, tu as 2 Ah ouais. threads séparés. Donc, déjà, le concept un petit peu nouveau, quoi, tu vois, de runtime. Ouais, et Donc, ouais, puis ça a l'air franchement pas mal. Mm. et surtout, en fait, ça te permet de concevoir nativement, en fait, de manière par design, en fait, ton Mm. framework, il est déjà câblé comme ça, où tu vas pouvoir exécuter des tâches en tâche de fond sans pour autant altérer la performance de ton appli C'est visuelle, ça, quoi. ouais. Donc, Ouais, c'est surtout ça. C'est ce qu'on c'est top, reproche quoi. beaucoup. Enfin, les développeurs natifs reprochent souvent la performance, etc. Ouais, bien Voilà, par sûr. rapport au modèle hybride comme ça. Donc, ils ont fait ça. Donc, c'est relativement performant d'après ce qu'ils disent. Euh, Après, il y a des choses ça prend en charge le CSS par défaut. Il n'y a pas besoin de faire. Enfin, tu vois, là, tu mets des CSS normales dans tes éléments, ça marche. Ok. Puis après, voilà, il y a des éléments qui sont, tu vois, il y a des éléments texte, images, etc., qui sont déjà prêts, des components. Et puis, normalement, c'est framework agnostique. Donc là, ils mettent en avant les exemples avec React, tout ça, mais normalement, ça fonctionne aussi avec Vue, etc. Donc, il n'y a pas de. Ah ouais. Ah ouais, par contre, ça peut être super intéressant parce que Mm. c'est beaucoup plus inclusif, on va dire. Et Ouais. ça s'inscrit toujours dans cette tendance de framework agnostique, quoi. On donne une technologie, par contre, tu viens avec ton background. Et ce qui, pour le Mm. coup, en fait, est vachement plus facile de faire une migration sur ce type de techno-là parce que tu n'as pas à tout réécrire ou à faire l'effort d'apprendre un nouveau framework. Voilà, si tu as plutôt l'habitude d'utiliser Angular, bah, potentiellement, tu vas pouvoir créer ton appli Android ou iOS avec ce système-là, quoi. Donc, intéressant. Après, ce Après, qu'il ouais. faudrait voir, c'est est-ce que Après. tu es obligé de tout écrire dans leur système ou tu peux faire une Mm. espèce de portage. Si tu as déjà fait du web, tu viens porter pour. Tu vois, Ouais, je sais pas. je sais pas. À C'est jamais, tester. ouais, c'est jamais simple. Non, de c'est, toute façon, la c'est pas solution aussi magique, simple que sur la doc, ouais, on est généralement. d'accord. Après, ce qui est sûr, c'est que ça reste, même si derrière, comme tu dis, il y a TikTok qui est quand même une grosse boîte, Mm. ça reste un framework ou en tout cas une librairie, ou en tout cas un outil plutôt récent. Donc, Ouais. avant de se jeter corps et âme sur un site en production, sur ce type de système, ouais, peut-être qu'il faut laisser le temps au produit de maturer un petit peu avant de se Mm. jeter directement dessus, quoi. Mais en tout cas, c'est prometteur. Et ce qui est sûr, c'est que nous, on va garder un œil dessus pour voir comment Grave, ça évolue. carrément. Heu et donc il y a même un petit article où, Ouais, il y en a plein, ouais. ouais, où il vient expliquer, tout le concept. Évidemment, tous les articles, tout ce que vous voyez, et si vous nous écoutez sur, le téléphone en podcast audio, sachez que tous les liens de l'épisode, vous pouvez les retrouver, évidemment sur le site internet directement, de double slash, Mm. podcast. Hop. Allez, petite mise à jour du framework Nuxt. Nuxt, Petite grosse quand même. ouais, grosse, alors, Avec pas mal de choses. grosse évolution sur 3.16.
quel est le plus gros truc selon toi? Ah bah, moi, c'est ce que enfin, selon moi, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que c'est l'hydratation, en fait. Tout système de nouveau système d'hydratation. Donc c'est au niveau de la performance et on peut, décider, les components s'ils sont hydratés de suite ou plus tard ou à quel moment ou à tel événement et cetera. Donc ça, je trouve enfin pour moi, c'est génial parce que c'est, alors on en parlait avant l'épisode, j'ai déjà oublié le nom du c'est Quick, voilà. Voilà, le framework, Quick qui avait ça un petit peu intégré par défaut ou des choses qu'on peut retrouver sur Astro. Voilà, des éléments qui vont être, chargés en fait, tout le JavaScript va être chargé au moment où, il va être visible à l'écran et pas avant. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet de délayer, comme on dit en français, merde, Différer, différer, ouais, c'est retarder, ça. différer, Retarder retarder. en fait le chargement de ressources qui peut être assez lourdes. Et du coup, ta page est chargée rapidement et tout le reste, il est chargé uniquement quand il est visible ou quand il y a un événement. Donc c'est un gain de performance énorme et ça, on peut le gérer avec ce nouveau système de components, lazy, machin, tout ça, tout. Donc Et alors, on pouvait déjà le faire avec, par exemple, on mettait du vif et la oui, il y avait lazy déjà, condition, ouais. Mmh. c'était que ça soit dans le viewport ou les choses comme ça. Mmh. Sauf que là, maintenant, en fait, c'est intégré de manière native et donc c'est le framework qui gère ça. Donc, tu n'as pas à coder un espèce de surcouche pour implémenter ça. Et on se rappelle que on pouvait déjà faire du lazy. On mettait lazy Ouais. et derrière, on mettait la condition pour que ça se déclenche. Là, c'est totalement intégré, c'est beaucoup plus visible et facile. On a plein de possibilités. Clairement, c'est une source qui est... Là, on parle bien, par contre, d'hydratation, de non Mmh. pas des données, mais bien des composants. Ouais. C'est les composants. Et donc, à l'intérieur de ces composants, si on doit faire appel à des données, bah, si le composant n'est pas chargé, de toute façon, il ne va pas appeler les données. Mais en tout cas, c'est top. Ça, c'est vraiment, vraiment puissant. Et je pense que en termes de rapidité d'exécution, après, au niveau pour les utilisateurs finaux, je pense que c'est un vrai gain. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de se plonger dans ce système-là pour aller chercher de la perf, quoi, vraiment. Ah mais c'est primordial. Ouais. Enfin, je veux dire, si tu l'utilises pas, c'est dommage parce que ça permet vraiment de gagner en perf, finalement, c'est pas très compliqué et comme on en discutait tout à l'heure, ce serait des formulaires que tu as en bas de page ou des choses comme ça, qui sont peut-être jamais vus par le mec qui va charger la page. Ça sert à rien de charger, Eh oui. toute la ressource de ce formulaire alors qu'il est jamais vu, tu vois? Donc c'est un truc que tu peux, voilà, hydrater plus tard, en fait. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a plein comme ça où tu peux vraiment gagner voilà et c'est du Et, poids en moins aussi chargé et c'est un côté écologique. Je sais que tu pas. ouais, ouais, moi, je Le m'occupe quand même greenwashing. surtout de l'utilisateur, quoi. Je prends toujours l'exemple un peu, alors c'est un peu méchant et un peu facile, mais Mmh. je charge l'intégralité de mon site WordPress pour afficher une seule page, la page de Ah, tu login, pas t'y quoi. mettre toi. Tu vois? Non, mais je taquine. Non, mais Non, non, mais dans l'idée, même si aujourd'hui beaucoup de donc Nuxt, Next, tout ça mmh, viennent faire en fait, du tree shaking où ça vient, découper en fait, toutes tes pages et ces pages sont chargées au fur et à mesure et là, en fait, avec cette nouvelle technique, on a un niveau de granulométrie encore plus élevé où, au sein de la page, on peut découper les composants pour justement en fait, les charger au fur et à mesure de la navigation. Ce qui fait que la première impression, waouh, c'est super rapide, quoi. mmh, Donc ça, c'est bien et surtout, on n'affiche pas, l'intégralité du site pour, consulter que, une seule page, quoi. mmh, Top. Ça, c'est le debug. Je t'avoue, ça, c'est top. Même si aujourd'hui, sur Nuxt, le DevTools natif de Nuxt est vraiment super bien fait. Ça nous permet mmh, de voir tous les états, les states, les payloads, qu'est-ce que j'ai chargé, qu'est-ce que j'ai pas chargé. Est-ce que, voilà, c'est vraiment top. Est-ce que le module est bien chargé? Le module n'est pas chargé. Le plugin est chargé. Le plugin n'est pas chargé. Et là, en fait, ils viennent nous donner encore accès à encore plus de features de debug. Et donc, top, topissime.
Topissime. Et Ça me fait penser, dis-moi. il y a une nouvelle, j'ai oublié son nom, comment c'est son nom? Son pseudo sur Twitter? Gars de Bordeaux là qui fait pas mal d'open source, il a sorti une nouvelle, librairie de fetching, pour, Vue là et ouais, j'ai oublié. Bah, ça sera dans le prochain épisode. On en parlera dans le prochain épisode. Top. Ouais, c'est ça. Et toujours Nitro, évolution de Nitro. Nitro, c'est la partie back-end. Ouais. Donc, c'est la partie vraiment serveur de Nuxt. Et pour le coup, on tend vers du ESM, pardon, ESM only. Et donc, grosse mise à jour de toutes ces librairies grâce à tout l'écosystème NJS. Si vous êtes développeur JS, je vous invite à aller découvrir toutes ces collections de tous les petits outils en fait qui nous permettent Mmh. d'utiliser par exemple l'URL ou des cookies ou le chemin de fichier ou des choses comme ça. Tout est open source et disponible directement dans cet écosystème NJS topissime. Yes. Allez, on repart un petit peu sur ces bases de données, un peu dans le même acabit Mmh. que Electric. En même temps, c'est un peu écrit par la même société. Ouais, c'est Un outil qui s'appelle PG Lite. mmh. Bah, c'est une base de données Postgres, dans ton browser et qui tourne sur, Wasm. Ok, Voilà, tout est dit. top. Et, par contre, Simplement. t'as toutes les fonctionnalités de Postgre ou c'est un truc Mmh, par définition un non, peu plus shrink et un peu plus léger et t'as pas toutes les fonctionnalités quoi. C'est-à-dire est-ce que tu peux bah, ça utiliser supporte des trucs. des fonctions, des choses comme ça? Bah, regarde, remonte un petit poil, juste en dessous là. Attends, c'est marqué, Wasm Postgre donc c'est 3 mégabits, GZIP et support for mini Postgres extension. Tu vois, ils ont Avec PG Vector, tu vois? Et tu peux utiliser PG Vector dedans. Donc oui, ça supporte des extensions, tout ça. Après, il y a peut-être pas tout non plus parce que, bah, du coup, à un moment donné, Ah, ça mais les existe, mais extensions, c'est déjà hyper avancé. énorme. Ouais, c'est clair. Parce que une fonction dans Postgre, voilà, déjà, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux Mmh. custom déjà beaucoup de choses. Et donc, toujours dans ce même délire de synchronisation locale. En tout cas, là, tout est dans le navigateur grâce au module Wasm, quoi. Top. Ah, tu vois, tu peux très bien, on parlait de Lynx juste avant, bah, si tu peux ah ouais, mais est-ce que Wasm va tourner dans Lynx? À voir. Je sais pas, à Ah! voir, mais ça serait cool d'avoir une PG, Lite dans l'application, native Lynx et cetera, donc Mmh mh. là, à Et voir si ça peut ouais, tourner. mais de toute façon, après, il y a peut-être un espèce de fusion qui va se faire de tous ces nouveaux outils, en fait, Mmh. et donc ça nous force, en fait, une fois de plus, à repenser le paradigme, de dire: «OK, qu'est-ce qu'on a à notre, enfin, qu'est-ce qu'on a sur la table en fait pour écrire la fonctionnalité qu'on veut quoi. Et souvent Mmh. on dit bah voilà je vais faire mon appli en programmation objet comme ça, je vais faire une API tout, alors que possiblement il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres manières de faire des nouveaux paradigmes qui nous permettent en Ouais. fait d'aller chercher beaucoup plus de perf ou de rapidité, de synchroniser du real time, des choses comme ça. Super intéressant et super excitant aussi parce que Mouais. notre Mmh. manière de faire en fait potentiellement elle peut vite changer et elle peut vite évoluer vers autre chose quoi. Ouais, puis c'est surtout que c'est beaucoup putain, aujourd'hui, c'est vachement plus facile de faire des choses avancées, je vais pas Ouais, dire alors c'est pas qu'on est vieux, mais à une époque, c'était compliqué, des choses qui étaient pas possibles et là, tu vois, aujourd'hui, tu peux avoir une base de données dans ton application et tout, c'est quand même ouais. fou, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais quand tu discutes avec des jeunes qui débutent, et pour le coup, dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, c'est qu'il y a Mmh. aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que quand tu es junior, en fait, il y a tellement de choses
que tu sais pas par quoi commencer, en fait. Il y a tellement Ah, de c'est clair. solutions, tu vois? De dire: «Non, mais en fait, ta base de données, tu la mets en local. Non, mais no way, tu la mets dans ton navigateur avec du Wasm. Mais non, mais pas du tout, tu la mets, sur du cloud. Maintenant, tu t'en fous, tu as partout, une connexion». Tu vois? Et en fait, beaucoup de juniors disent: «Non, mais en fait, il y a tellement plein de manières de faire qu'au final, on sait pas choisir». Tu vois? Mmh. Et c'est hyper difficile. Et donc, Ouais, ouais. pour le coup, ouais, tu fais un peu l'ancien, tu vois? En mode, «Ouais, non, Ouais, mais je suis moi, de vieux. mon temps, c'était super dur, tout», tu vois? Et au final, je pense que, il faut Trop de choix, i tu le choix. Donc, exactement, mais exactement, exactement. En fait, on est dans un confort technologique où, à notre service, on a, multiples, solutions. Par contre, qu'est-ce qu'on va choisir? La pertinence, là, on revient sur des sujets qu'on aborde souvent Mmh. sur le podcast. C'est voilà, comment on choisit une librairie, comment on choisit une techno, quelle est la maturité de la techno, l'équipe, voilà, il y a plein de facteurs qui vont faire qu'on va choisir une solution particulière. Hem, mais Et avoir le c'est pour ça choix, qu'on c'est écoute quand même vachement bien. c'est pour ça qu'on écoute Double Slash. C'est pour faire les bons Exactement, choix. exactement. Allez, on repasse un petit peu sur, des choses un petit peu plus légères et Ouais. colorées, on va dire. Hem, Si vous êtes adepte de, Tailwind et si vous avez déjà franchi le pas de passer sur, des grids pour organiser vos composants, vos layouts, ou en tout cas pour structurer, votre HTML, et bah, peut-être que vous avez été confronté au fait que, Tailwind plus Grid, c'est un petit peu plus compliqué, à mettre en place et c'est là où, ce super outil vient, à notre, aide, où en fait on vient, rentrer notre grille et ça va automatiquement en fait nous, nous mettre en avant en fait, le Mmh. HTML, qui va être directement, Il va être généré dessous, ouais. qui va être généré dessous parce que, Mmh. sur Tailwind, il y a ces concepts de grid, mais il Grid. y a aussi la spécificité Tailwind qui peut être un petit peu plus compliquée avec les spans. Voilà, c'est pas toujours facile quand on commence. Ouais. Mais cet outil est sympa. Alors je rends à César, c'est Régis Richard qui en a parlé, donc je lui ai piqué le lien et j'ai dit: «On en parlera dans les news». Et donc l'outil est plutôt pas mal. En fait, tu sais, parce que moi je pousse mes clients à faire des bento, donc ce style de Ouais. choses là qu'on voit à l'écran, plutôt que de faire des carousels parce qu'ils me cassent les pieds avec leurs carousels à Mmh. en mettre partout. Je Oui, reste poli. oui, Et je leur dis: «Mais faites des bento, c'est vachement plus cool». En plus, c'est plus tendance en design en ce moment et voilà, donc tu as un outil là qui te permet un peu de faire les bento avec du Tailwind, tout ça. classe. Voilà. Et pour le coup, c'est un peu dans l'air du temps les bento, complètement. Ah mais Heu, complètement. Après il faut convaincre le designer ou en tout cas, Ah, c'est pas gagné. Ouais, non, mais écoute, toi, tu es dev, tu connais pas. Hop, 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 je critique, c'est pas Ouais, bah, bien, hein, tu c'est pas vois, bien, c'est moi pas je bien. vais je vais proposer des stages d'intégration, aux designers pour leur faire voir comment ça s'intègre sur les mobiles, leur, design. Je commence à péter des câbles en ce moment donc Et oui. bref. Mais, en tout cas, un super bel outil qui nous permet, en fait, de générer des grids Des grilles. bento, assez Ouais, facilement et donc, mais il est bien fait, hein. c'est hyper visuel, et on Mmh. a notre code qui est automatiquement généré. On ne peut pas faire un Ouais. épisode sans parler de Next, Patrick, tu es d'accord? En bien ou en mal, mais on en parle. Voilà. Je sens une petite pointe d'amertume dans ta Non, c'est pas voix. moi, c'est la com en ce moment, ils en prennent plein la tête. Ils se font beaucoup attaquer, mais c'est normal. Ceux qui sont leaders sont toujours plus attaqués que les autres, mais Eh beh, ouais, voilà. c'est sûr. En tout cas, petit article, qui est écrit par, Cal, Gil, qui est un software Mmh. engineer, très bien, et qui, met en avant, en tout cas, Next.js contre TanStack. On va dire qui est, l'écosystème, un peu, en on va dire le C'est le nouveau challenger. truc, ouais, Mmh. c'est le nouveau challenge. Exactement, merci. Ouais. C'est exactement ça. Grosse hype sur TanStack. En tout cas, beaucoup de gens, font le switch
Et là, il nous met en avant, en fait, un comparatif très clair sur les deux manières et sur les deux approches, pourquoi ça peut Mmh. changer. Petit article sympa si vous êtes Ouais. adepte de lecture D'ailleurs, anglaise, évidemment. ça me fait penser, j'ai oublié de le mettre dans les news, il y a une petite faille de sécurité sur Next.js là, depuis 2-3 jours et il faudra donc il y a des versions qui vont corriger donc si vous êtes sur Next.js, essayez de vous informer là-dessus parce qu'il faut enfin, en envoyant un header, un certain header, tu peux, injecter un Next.js donc attention à ça, faites, enfin voilà, allez voir, sur la doc Next mais On mettra peut-être le lien a ouais. posteriori Ouais, je rajouterai dans. peut-être après, ouais. Mmh. Exactement, on mettra le lien sur l'évolution. Yes. Et pareil, tu parles de sécurité, Ouais. et là, un petit article aussi où on vient aborder, en tout cas, l'auteur vient nous démontrer les 10 plus grosses erreurs que font les développeurs PHP en 2025 qui peuvent complètement casser leur application. Ouais. Et donc, on les prend une par une et il nous explique comment en fait éviter de faire ces erreurs-là. Est-ce que c'est pas un peu c'est bateau ou c'est niveau un petit peu plus plus? Non, c'est intéressant parce que c'est toujours, intéressant de rappeler un peu les bonnes pratiques, qu'on a tendance à ouais, procrastiner ou des choses comme ça, ouais, bon. Mais bon, voilà, nettoyer les données avant de les insérer en base de données, et cetera, voilà. Il y a plein d'exemples comme ça qui sont assez oui, basiques, c'est la base, mais c'est toujours intéressant de les rappeler, quoi, en fait. Ouais, Gérer les erreurs et tout ça, les exceptions, tu sais, les trucs à la con que ton application, marche pas et tu sais pas pourquoi, parce que tu as pas levé une exception, parce que, bah, le JSON il marchait pas ou il était pas là ou il était pas présent et tu cherches pourquoi ça marche pas, alors qu'il suffit de lever une exception. Un try catch, voilà, les versions de PHP, attention à la connexion à la database, enfin voilà, il y a plein de voilà, des bonnes pratiques. Voilà. d'accord. Et alors, moi, pour le coup, j'ai aucun œil critique là-dessus, parce que Ouais. je ne fais pas de PHP, donc je pourrais pas dire si c'est un niveau, on va dire, basique ou c'est déjà un niveau assez avancé, quoi. Non, Aucune. c'est vraiment des rappels, voilà et qui peuvent être très intéressants pour des juniors comme pour des seniors. Parce que Parce que par flemme, des souvent, fois, on fait pas les choses. exactement, Voilà. exactement, par souci de rapidité, on dit ouais, non, Mmh. mais je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard, et au final, tu le fais pas et On le tu fait jamais. pousses en prod. Et bien sûr, bien sûr. Donc, autant apprendre tout de suite et des petits guidelines sont toujours les bienvenus. Amateurs de PHP, on vous invite à lire cet article super intéressant. Et on bascule dans notre rubrique IA Ouais. avec ce nouvel acronyme qu'on trouve partout et qu'on voit partout, qui est le MCP. Mmh. Ça y est, le mot est lâché. On devait en parler dans. Obligé. Bah oui, on n'a vraiment pas le choix. Donc, ce MCP, ce modèle contexte protocole. Alors, clairement, qu'est-ce que ça va nous amener, en fait, ces MCP et pourquoi c'est annoncé comme la nouvelle révolution? Bah, en fait, le MCP, ça a été lancé en novembre, je crois, 2024. Et moi, j'avais testé dès le début, j'en avais parlé, mais ça n'intéressait personne, c'était marrant et à la base, c'était essayé avec, Cloud Desktop. Donc tu faisais un MCP serveur sur ton ordi et puis après tu installais, Cloud Desktop et tu branchais ton MCP serveur à Cloud Desktop et puis tu lui faisais faire des choses. Mais, moi j'ai vite atteint les limites parce qu'il n'arrivait pas à ouvrir les fichiers de plus de X mégas, je sais plus. Enfin voilà, j'ai dit: «Mais c'est quoi cette merde?» Enfin j'avais arrêté. J'avais laissé tomber assez rapidement et puis là ça explose complètement depuis, peut-être 15 jours, 3 semaines, voilà, depuis février on va dire. Et ben, pourquoi ça explose? Ben, tout simplement parce qu'en fait, avec, Cursor, avec Windsurf et cetera et ben, ces éditeurs de code sont devenus des MCP clients sur lesquels tu peux brancher des MCP serveurs et donc ça veut dire que via ton éditeur de code, tu peux, demander à ton IA qui est dedans, donc ça va être Claude ou n'importe, d'exécuter des choses via ce protocole, en fait. Donc qu'est-ce que c'est le MCP? C'est un protocole, c'est une sorte d'API avec, voilà, c'est écrit comment on doit, voilà, faire l'API
Et donc maintenant, il y a plein de MCP serveurs d'API, ça peut être GitHub, plein de choses. Et ton IA va utiliser ce MCP serveur pour exécuter des choses, en fait, via le Donc, protocole. ok. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'en fait, ce MCP, c'est une sorte de substitut d'API, c'est-à-dire que ça va aller. Pareil, on va prendre l'exemple d'une base de données. Au lieu, en Hmm, fait, de coder tous les endpoints ou de c'est ça. coder la requête SQL, c'est le MCP serveur dédié spécifique à Postgre qui va s'occuper en fait de traduire ta demande que tu as écrite de manière littérale ou via ton prompt ou via ton instruction. Et lui, en fait, il va interpréter ça et il va aller exécuter la requête que tu as demandée spécifiquement dans Postgre. Et c'est pour ça qu'il Ouais, y a une explosion de MCP parce qu'ils vont avoir un MCP pour Google Calendar, un MCP pour Postgre, pour Supabase et voilà, on hmm, va dire ouais, pour ouais. tous ces Pour services-là. Airtable, pour plein de trucs, en fait. Exactement. Et Pour donc, plein de trucs. ok, ok. Et donc, en fait, on pourrait dire que c'est un peu l'API des LLM. On pourrait dire que voilà, Ouais, c'est c'est ça, le ouais, c'est presque moyen ça, ouais. de connecter en fait directement et d'utiliser les fonctionnalités au sein Hmm, de notre code, c'est donc ça, beaucoup plus rapide, quoi. Hyper c'est facile. ça. Et en plus, tu l'ajoutes assez facilement dans ton éditeur, que ce soit Cursor. Enfin, Cursor, moi, j'utilise pas, mais moi, en ce moment, je suis sur Windsurf Tu et tu le testes rajoutes Windsurf? en quelques. Ouais. Ouais, je teste Windsurf. Et voilà. Ah, moi, j'ai une mauvaise expérience. J'ai mis un MCP serveur GitHub l'autre jour dessus, et puis je lui ai dit, bah, fais-moi une release, une version là de 1.0.2 de tel machin, tel repo, machin, bidule. Et je sais pas ce qu'il a foutu. Il m'a enlevé du code, il m'a changé du code, et puis en plus, il m'a fait une release, mais c'était juste un tag. Même il m'a pas fini le truc. Bon, bref, j'ai dû revenir en arrière, machin, bidule. Donc, c'était pas très concluant. Ouais. Mais voilà. Après, Je pense que je m'y prends mal, peut-être. On va dire. est-ce qu'en fait, il n'y a pas aussi, là, en fait, on donne un peu les clés de la maison, en fait, si on donne Ouais. les clés de notre base de données à ce, MCP, serveur, Postgre, par exemple, Mm. est-ce qu'on lui donne pas les clés et potentiellement, si la requête est mal faite ou, si ce code MCP, là, il est plus ou moins bienveillant, malveillant, est-ce qu'en fait, on n'a pas un peu des problèmes de sécurité, à utiliser ce type de service, en fait, de MCP serveur, justement? Ouais, ouais, c'est ça, ça fait un peu peur parce que tu te dis que, ouais, c'est un peu, enfin, les gars qui s'occupent de la sécurité dans des sociétés où ils ont des développeurs, ils vont vite essayer de, enfin, faut vite s'y intéresser parce que les devs peuvent installer plusieurs MCP serveurs sur un éditeur et on peut potentiellement se retrouver avec du code vérolé ou quoi dans un MCP serveur. Et oui, et donner des clés API et donner l'accès à la base de données ou n'importe quoi. Et là, ouais, il y a potentiellement des failles de sécurité parce qu'on est sur un écosystème qui est un peu à la plugin extension et du coup, bah, ça devient vite, ouais, ça peut être utilisé à des fins malveillantes. Donc, je pense qu'il faut faire super gaffe à ce qu'on installe déjà. Ouais. Et Et puis, pour le coup, après, est-ce qu'il y aura pas aussi tout un écosystème qui va se développer sur des MCP, on va dire officiels? Tu vois? Par ouais, exemple, là, on est chez Neon, donc il y a un service, de cloud qui va mmh, gérer, de la base de données hyper rapide, qui va scaler, tout ça automatiquement. Et donc est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à utiliser le MCP serveur qui est officiel ou accrédité ouais, en fait officiel, ouais. par Neon, parce que sinon en fait, potentiellement, il y a une espèce de Ah ouais, ouais. fork qui est fait et on récupère des tokens d'accès ou des choses comme ça Mmh. et là, par contre, je pense qu'on a un vrai sujet en termes de sécurité où, c'est super warning quoi. Parce que en plus, on donne les accès, mais c'est pas qu'en lecture. Là, on va exécuter Ah du oui, oui. code. Donc potentiellement, on peut vraiment, pas tout péter, mais presque en fait, on pourrait Ouais, c'est dire. clair. C'est Super clair. dangereux, quoi. Attention, ouais, attention à ce que vous installez parce que là, il y a des listes Awesome, MCP, machin, il y en a plusieurs. Et c'est vrai que potentiellement, dans une liste de MCP serveurs, on peut très bien injecter un MCP serveur vérolé. Et puis après, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu récupères les requêtes et tout. Enfin, tu peux facilement détourner le truc, quoi. Donc, Et attention.
Exactement. Grosse, gros méfiat, méfiat, mais en tout cas, on a mis, le fameux Awesome, t tout Ouais, il y en a plusieurs, ouais. tous les repos en fait, Awesome viennent faire une énorme collection de toutes les ressources qui sont, spécifiques au MCP et en tout cas, Ah, celui-ci, c'est MCP Server. mais après, tu vois, j'ai envie de dire, toi, je t'expliquais mon histoire de GitHub l'autre jour, mais en fait, c'est long quand même. Enfin, j'ai trouvé ça assez long et je me suis dit: «Mais attends, c'est le temps que ça le fasse, en fait, j'aurais pu déjà faire ma release, machin, ou puis» enfin voilà. En fait, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas, too much un peu de c'est un peu hype en ce moment les MCP, mais est-ce que vraiment sur certains trucs, tu es obligé de passer par ça et pas tu irais pas plus vite en le faisant toi-même à la mano? Ça te prend 5 minutes au lieu de 10 minutes avec le serveur. Je Après, me suis posé la question l'autre jour, voilà. est-ce que c'est scalable, et surtout, qui va l'exécuter? C'est surtout ça, c'est que si tu donnes, ton applicatif, dans la main, en fait, de quelqu'un qui n'est pas tech, potentiellement, lui, il va pas pouvoir le faire, tu vois? Et donc, en fait, moi, ce que je vois surtout, c'est que ça donne accès à des non-devs, en fait, de pouvoir Mmh. récupérer des données de la base de données sans pour autant, passer, par un dev, pour, récupérer ces types de données, tu vois? Pour faire de l'agrégation à un mec au marketing, bah, en fait, tu lui donnes accès, en fait, via ce MCP-là. Lui, il fait sa requête: «Vas-y, Ouais. donne-moi, Oui, 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 c'est vrai. tu vois, la somme de tout ça, de tous les articles qu'on a vendus au mois de juin, 2024 et d'un autre côté, tu me les compares avec, 23 et tu me le sors, sur un tableau». Bah, ça, Mmh. en fait, toi, Oui, tu ouais. tu vas le faire une fois, mais lui, il va peut-être le faire, plein de fois et demain, il va vouloir rajouter une option. Bah, il lui suffit, en fait, de faire, sa phrase correctement et potentiellement, le MCP va être assez intelligent pour pouvoir, sortir et extraire les données, quoi. Mmh mh. C'est surtout ça que je Ouais, vois, ouais. moi. Non, mais tu raison, c'est l'exemple que tu donnes, c'est vrai que tu raison parce qu'en plus, j'ai vu une vidéo où le mec, il avait, branché sur, un MCP Airtable et donc il avait, fait un faux Airtable, un tableau avec les dépenses, chez, je sais pas, chez Amazon, machin bidule et après il posait des questions à son IA en disant: «Bah, combien j'ai dépensé ce mois-ci, en janvier, combien j'ai dépensé chez Amazon et combien j'ai dépensé chez machin?» et l'IA allait chercher les colonnes, tout ça et sortait la somme et tout ça donc oui, oui, effectivement, c'est vrai que pour quelqu'un de non technique, ça peut lui apporter, des réponses, bah, Intéressante. il y a sûrement plein de possibilités, mais là, c'est vraiment, il faut quand même savoir que le MCP ser enfin, le protocole est super récent, hein. Il a 4 mois, donc on Ouais, est encore qu'au début, quoi. ça reste encore, super, super early stage, quoi. Mmh. Ouais, Yes, voilà. ça marche. Allez, on reste, dans cet univers un peu, IA, tech avec, Kleiny, je sais pas comment, On Kleiny, n'a plus je sais d'écran. ah oui, pardon, Voilà. on revient, sur Klein, on va dire, Klein, ouais. On qui va est l'appeler Klein. un collaboratif AI codeur. OK, ça va nous permettre, de travailler de manière collaborative. Mmh. Heu, Bah, c'est un on assistant, hein. on a tous les buzzwords, on a IA, on a codé, on a collaboratif, on a open source, full 1 000 000 extensible d'installs. et surtout, Waouh. qui va donner beaucoup d'impact, pour les développeurs. Voilà, le marketing est bon déjà, aucun problème, on a tout ce qu'il Ouais, puis tu as un faut. mec qui bosse là-bas, Ouais, derrière. et Il est chouette le qui truc, j'aime bien. ouais, joli. Clairement, qu'est-ce que ça fait? Bah, en fait, alors ça pour l'instant, ça marche que sur VS Code si je me trompe pas, mais je crois que c'est ça, hein. Et ça transforme tout simplement ton VS Code en Windsurf ou Cursor dans le mode assistant. Donc voilà, tu peux lui poser des questions et il prend la main sur ton code, il va rajouter, si on peut changer le code et cetera. Donc on est vraiment sur un mode, voilà, c'est une extension, qui est assez avancée et qui évidemment a des MCP serveurs qui peuvent se brancher dessus. OK. Ça fait la suite, on vient d'en parler. Donc c'est vrai et du coup, sur le site, tu as carrément un onglet MCP serveur avec toute une, liste d'MCP serveurs. Tu peux chercher les serveurs. Donc voilà, on en a sous les yeux là, Airtable, Google Calendar, Supabase et cetera. Donc tu peux te connecter et puis demander à ton IA de faire des choses, de te donner des infos et cetera. Nice. OK, Ça peut top. être bien simple, bon. Mmh. OK et donc ça s'installe directement dans VS Code, quoi? C'est ça, ouais, ouais, ouais.
Nice. Ça s'installe direct dans VS Code. Par contre, au niveau tarif, pour l'instant, j'ai pas vu d'onglet pricing ou un truc comme ça, donc Ah, est-ce c'est que je crois que gratos? c'est open source sur ouah, faut quand même payer les gens, mais je sais pas. OK. À un moment donné. Ou en tout cas, pour l'instant, ils ont pas encore trouvé leur business model, donc pour l'instant, c'est gratos, Ouais, quoi. OK. Il y a des jolies mais icônes, c'est pas mal. ça paraît pas mal, à tester pour le coup, parce que là, je pense que la boîte va pas, s'amuser à faire des intégrations de services avec des plugins plus ou moins vérolés, quoi. Donc potentiellement, passer Ouais, par ce alors après genre peut-être, d'écosystème, ça vient aussi assainir un peu, mmh, peut-être tout leur business model, c'est de toucher de l'argent par Airtable ou des trucs comme ça quand ils ont des plugins enfin ah! voilà, je sais pas, peut-être, ou ils Ah ouais, créent des peut-être. MCP serveurs pour les marques, j'en sais rien en fait, ce que c'est leur business model, mais il y en a certainement un. Mais Mais en tout cas, tu arrives pas à le voir et on n'arrive pas à le ouais, voir non. et on n'arrive pas à dire: «OK, où est-ce qu'on met la carte bleue ou à quel moment je vais me faire, soit Tu vois? assassiner, Oui, parce que tu vois, c'est soit open payer», quoi. source, il y a marqué quoi en bas? Je sais plus, open source, tac, 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 c'est un peu plus bas, je crois. Où il t'explique comment fully open source, tu vois? Ouais, mais Et c'est tout, comment tu quoi. commences, OK, tu mets VS Code, ils te disent attends, descends un peu. Hop, donc installe VS Code, setup client et create et client après account. tu crées ton Voilà. compte. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a pas de business model, vraiment, Non, il y a pas de clairement pricing, il y a établi, rien. quoi. À Bah, ils vont faire tester payer un et moment. puis à un Ouais, moment ouais, donné, bah, si ça passe payant, bah, ça passera payant et puis, faudra payer exactement. et si c'est justifié, bah, faudra payer. Et bah, c'est exactement ça. Yes. Allez, on reste dans cet univers, IA et là, pour le coup, c'est pour un petit peu plus les développeurs un peu plus, design 2D, 3D qui veulent Mmh. faire de la 3D directement, mais plus ou moins sans coder. C'est quoi? C'est une Ouais. sorte de plugin pour faire de la 3D directement? Bah, en fait, ça t'ajoute alors ils disent un visual workspace, dans ton éditeur de code, donc ça serait pour, Cursor et VS Code, je crois Oui, et c'est ça. qui te permet de développer, donc après, ouais, tu fais avec l'IA, tout ça, tu vas lui dire, «Ouais, j'aimerais, je sais enfin, j'en sais rien ce que tu peux lui dire parce que je fais pas de 3D, mais tu demandes un truc en 3D et il va te faire un objet 3D, avec un visionneur, en fait et après tu vas pouvoir l'incrémenter, tout ça, donc oui, c'est ça, c'est un environnement pour, développer des projets avec de la 3D, de la 2D. Donc voilà, le même système un peu que Klein, tu le rajoutes à ton éditeur de code et tu vas pouvoir, interagir avec l'assistant pour, développer un truc en 3D. Nice. Bien, ouais, On n'en finit plus, hein, on va en avoir, je pense qu'à chaque épisode maintenant, on va parler d'extensions IA, tout ça, machin. et Ça ouais, n'arrête pas. mais c'est un peu la suite logique, des choses. Ouais. On reste toujours dans cet univers IA, on peut dire qu'on est tous les 2 plutôt fans de Melisearch, qui est une solution à la Alors moi, j'ai base, pas eu de casquette ou de t-shirt. pour le coup, c'est une solution qui nous permet de faire un moteur de recherche au sein de nos propres data. C'est clairement un concurrent open source à Algolia, mais c'est open source pour le coup, c'est Frenchy et Mmh. ils annoncent cette semaine, alors on est en plein cœur de cette semaine de lancement. Marketingement, c'est un peu la tendance. On fait non plus une journée de lancement, mais on fait une semaine où chaque jour, en Mmh. fait, on sort des fonctionnalités. Et là, en fait, ils ont annoncé de manière officielle, donc c'est disponible, on va dire nativement, la fusion du sémantique et du full text. Donc full text, on va aller chercher les datas à l'intérieur. La sémantique, on va utiliser en fait la représentation vectorielle de l'image, enfin de l'objet en tout cas, de toutes les Mmh. données pour aller refaire sortir en fait cette recherche. Et donc la grosse nouveauté qu'ils mettent en avant, c'est justement cette fonction hybride où on va en fait pondérer entre du full text, donc des datas Ouais. pures, et de la représentation vectorielle. Et donc, c'est ce qu'ils appellent l'hybrid search. Et c'est ce qu'ils Mmh. annoncent cette semaine sur la première journée. Ouais, c'est ça, tu vas mettre le curseur en fait, c'est des paramètres que tu rajoutes
pour mettre le curseur, si tu veux en fait, c'est de 0 à 1 et plus tu vas vers le 1 et plus tu auras du vectoriel et plus tu voilà, à 0,5 tu es au milieu, 0,7 tu as plus de vectoriel que de texte, voilà, ça marche comme ça. C'est pas mal. Yes. Ah, Et carrément. maintenant, c'est par défaut, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste avec quelques paramètres, voilà, ça fonctionne. Et qui dit sémantique et qui dit vecteur dit obligatoirement un modèle. Et donc, ce modèle-là, il faut prendre nos données et il faut les injecter dans un modèle pour qu'on sorte cette représentation vectorielle. Et donc, Mmh. là, ça s'appelle des embedders. Donc, on va prendre l'objet, on va l'embedder pour avoir notre représentation vectorielle qui n'est trop qu'une succession, un énorme tableau avec plein de points. Ouais. Et donc là, on peut en fait utiliser OpenAI, Hugging Face, mais aussi Ollama pour faire en fait toutes ces générations en local. Et donc ça, c'est Mmh. super intéressant via en fait Ouais. via la REST API et surtout document template au lieu de lui injecter en fait toutes les données brutes en JSON un peu sans valeur, on va pouvoir lui donner un template où en fait on vient écrire le prompt et à l'intérieur de ce prompt en fait on va injecter toutes les données, ce qui lui donne beaucoup plus de contexte et donc intéressant. Par exemple, c'est un produit de la catégorie babam, le nom de la catégorie, le nom du produit s'appelle bam, il est édité par la marque bim et il a une description produit bam et en fait ce genre d'infos en fait va vraiment venir augmenter la qualité de ta recherche sémantique. Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Top, top, top. Ah, Ça c'est se pas mal. passe. On est au deuxième jour, donc il y aura plus de enfin, voilà, tous les jours, il y a une petite, annonce, c'est assez rapide, c'est 5 minutes les vidéos en général, 3-4 minutes, enfin, voilà. Propre, propre. Mmh. Super outil, Melissearch, super outil. Euh, Yes. évidemment, Vercel met à jour son EI SDK pour parler de... De reasoning, modèle. Tu vois, je change. Non, ils ont intégré les MCP clients évidemment, donc tu peux utiliser, des tools MCP, des serveurs, voilà et les reasoning models aussi qui, donc qu'on a vu arriver, enfin qu'on voit arriver petit à petit et donc c'est un petit peu différent pour les interroger tout ça, voilà. Donc l'API, se met à jour. API qui est plutôt bien faite, assez simple à utiliser et voilà. Top. Sous forme de module NPM, tout ça, donc elle est voilà, tu es pas obligé d'être chez Vercel, hein, pour l'utiliser, hein. C'est vraiment, des packages que tu utilises, que tu branches sur les différents, modèles providers et puis voilà. Et pour le coup, ils ont réussi à uniformiser tout ça, quoi. Et c'est plutôt Mmh. confort, quoi. Parce que si tu veux Ouais, c'est utiliser clean, un ouais. autre modèle, bah, bam, tu as juste à changer un paramètre, mais tu pas à C'est tout ça. réécrire ton code, tout. Donc c'est Ouais, ouais, ouais. très confortable. C'est vachement bien fait, ouais. Allez, là, tu nous as fait un petit gist Ouais. où tu es venu utiliser une nouvelle fonctionnalité de OpenAI. Ouais, alors OpenAI a mis à jour, en fait, ils ont mis à jour un petit peu leur API pour, créer des agents. Alors maintenant, on parle beaucoup d'agents, d'agentique et cetera, donc on est en train de changer les noms. On parle plus de chat ou des trucs comme ça, on parle d'agents beaucoup et donc ils ont mis à jour toute leur API et ils ont sorti notamment une nouvelle Response API. Elle s'appelle comme ça, hein, c'est un peu bizarre, mais ce qui te permet en fait d'utiliser dans ces appels des outils en fait et donc il y a différents outils qui sont un peu par défaut, mais après je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Donc on a notamment celui-là, le Web Search Preview en fait que tu vas utiliser en tant que tools quand tu fais ton appel et tu vas lui donner, là moi je lui ai donné les informations de ma location et donc je lui ai demandé une question tout simplement, quel est le prix moyen d'un appartement à Paris? Et il a été chercher sur le net en fait. Donc il utilise l'outil d'aller chercher sur le net en plus de générer la réponse et il m'a sorti des liens et cetera. Et tout ça, voilà, le code est juste sous vos yeux là, c'est vraiment juste ce code et ça m'a sorti la réponse qui est en bas avec les liens et cetera. Ouais, Donc ça lui donne la possibilité d'utiliser des outils, d'aller chercher sur le web, on peut aller chercher dans des fichiers et cetera, donc c'est pas mal. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit que, en fait, on est à la fusion entre, des modèles qui ont été entraînés avec une base de données, avec, Mmh. de la data, sauf que le modèle potentiellement, lui, il va ne
plus être mis à jour au moment où il arrête d'être entraîné. Les données ne sont Ouais. plus persistantes. Enfin, c'est fini. Et là, en fait, on est en train d'assister à une sorte de fusion entre le, la recherche et l'IA avec le modèle, quoi. Et les deux sont en train de converger. Super intéressant. Super intéressant. Ouais, ouais, c'est pas mal. Donc, ils vont la déployer petit à petit. Je crois que jusqu'à mi-2026, ça va encore évoluer tout ça, mais voilà, c'est une première version et ça rejoint un petit peu, voilà, il y a l'article qui explique un peu tout. J'en ai pas entendu beaucoup parler encore, mais je pense qu'on entend de plus en plus parler. Mais voilà, il y a toute cette API qui permet de faire des agents et cetera, qui ressemble un petit peu, on en parlera dans l'épisode sur les RAG là, de Mastra là, AI. On avait déjà parlé, mais c'est pareil, il y a une notion de tools qu'on va rajouter pour qu'il aille faire des requêtes et cetera. Donc c'est un peu le même principe. Sauf que là, tu utilises le système d'OpenAI et ses modèles. Donc voilà. Ils ont tout intérêt à avoir une API qui est quand même assez bien faite pour qu'on continue à utiliser leur modèle, quoi. On va vers des choses un petit peu plus Mmh. sympas, quoi. Une fusion entre, au lieu d'avoir le search classique et en opposition avec les LLM, on a une sorte d'hybride qui Mmh. risque d'être beaucoup plus sympa. Une uniformisation aussi des API, des SDK pour appeler et pour nous en fait construire des agents, Ouais, ouais, ouais. voilà, plein de solutions qui vont utiliser en fait tout cet écosystème pour que nous on puisse les plugger et les utiliser dans nos applicatifs. Euh, c'est top. Ouais, c'est pas mal. Nickel, Patrick. Écoute, on en reste là pour cet épisode. Ça te va? Ouais, ça roule. Ouais. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Un grand merci pour les pouces, les commentaires et pour Yes. propager la bonne parole de Double Slash auprès de tous vos collègues. Amen. Et on vous dit à très très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao.